Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous pour ce dernier webinaire de l'année sur le marketing d'influence et pour ça, j'ai la chance d'accueillir deux éminents spécialistes du sujet, Frédéric Abécassis qui va se présenter, qui est directeur d'une nouvelle école d'influence et Clifford Mahut qui est en charge d'une agence marketing spécialisée dans l'influence. Donc je vous laisse vous présenter chacun. Frédéric, à toi la parole. Merci Gabriel et merci pour cette invitation. Donc je suis effectivement Frédéric Abécassis, directeur de l'école Follows, qui est la première école du marketing d'influence et qui a été lancée en partenariat avec l'ISCPA, qui est une école qui existe depuis 30 ans et qui forme au métier de la production de la communication et du journalisme. Et j'ai un long parcours avant en agence média, comme tu le sais. Ouais, on a déjà fait pas mal de webinaires ensemble au moment de la sortie d'Acquisition Strategy Design. Tu as été notre consultant et tu as participé à la production de ce livre avec les médias, le marketing d'influence comme l'un des leviers de l'acquisition, mais un parmi d'autres parce que dans ce bouquin, on parle de 80 leviers différents qu'on assemble de façon structurée autour de la compréhension des parcours d'achat des clients. À toi, Clifford. Bonjour, merci pour l'invitation. Moi, c'est Clifford Mahut. Je suis le dirigeant et cofondateur de l'agence Les Années Folles, une agence de marketing d'influence spécialisée B2B, principalement sur LinkedIn. Donc, on accompagne des marques et des influenceurs et des marques à se rendre très visibles grâce à des leaders d'opinion sur ce nouveau marché B2B. Donc, j'aurai plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions sur ce nouveau marché du marketing d'influence. Alors, comme la semaine dernière, je vous propose d'animer ce webinaire à travers des sondages. Donc là, j'ai publié le premier sondage, comme ça, vous pouvez dans la salle participer, voter, donner votre point de vue. Et puis après, avec nos experts, nous allons commenter les résultats, avoir leur point de vue d'expert, qui sera pas toujours le même que le vôtre dans la salle, mais c'est pas très grave. L'essentiel, c'est d'avoir l'occasion d'une discussion. Vous pouvez bien sûr aussi tous dans le chat poser vos questions, donner vos points de vue. On va essayer de traiter chacune des questions et des réponses. Voilà, donc j'ai lancé le premier sondage, Frédéric et Clifford. Pourquoi les marques ont-elles eu recours au marketing d'influence ? Et les propositions de choix, c'est évolution des comportements d'achat, un effet de mode, par pur hasard. Je vous laisse répondre, Frédéric, en premier. Oui. Alors, c'est certainement pas par pur hasard. Et c'est plus un effet de mode. On aurait pu penser ça il y a quelques années. Je vais donner 2-3 chiffres importants. Pourquoi ils ont recours au marketing d'influence ? D'abord parce que les influenceurs représentent des cibles, des audiences considérables maintenant. Au-delà de ça, déjà, la consommation évidemment des réseaux sociaux est énorme. On sait que nous tous, les 15 ans et plus, on passe 4h43 par jour sur les écrans, ordinateur, smartphone, tablette. Chez les 15-24, ça monte à 6 heures. Et évidemment, c'est beaucoup sur les réseaux sociaux que ça se passe. Les audiences des réseaux sociaux, je vous en parle même plus. Et au sein des réseaux sociaux, il y a des influenceurs qui ont des audiences invraisemblables. Je pense à Squeezie, par exemple, qui compte 16 millions d'abonnés. 16 millions d'abonnés pour resituer, c'est un Français sur 4. Vous entrez dans un resto un dimanche midi où il y a des familles, etc. Vous demandez qui est abonné à Squeezie, vous aurez au moins un bras sur 4 qui va se lever. C'est énorme. C'est autant l'audience d'une demi-finale de Coupe du Monde avec la France. C'est plus que le nombre de votants aux élections régionales du mois de juin dernier. Il y avait 15 millions de votants. Donc, c'est quand même des audiences énormes. McFly et Carlito, quand ils font une vidéo avec le président de la République, c'est des 10 millions de vues, soit 2 fois l'audience du JT. Donc, à un moment, l'audience, il faut aller la chercher. C'est plus forcément le prime time de TF1 et j'ai rien contre évidemment, qui était sacro-saint à 20h40 pendant des années et des années. Maintenant, l'audience, on la cherche plutôt sur le digital. Par ailleurs, les 15-24 ans sont de moins en moins devant la télé, beaucoup plus avec des influenceurs. Donc là aussi, pour aller chercher une audience jeune, il est évident qu'il faut utiliser désormais le marketing d'influence. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est pas un effet de mode parce que 25% maintenant du budget des annonceurs en com digital est consacré au marketing d'influence. En gros, ils font les GAFA et du marketing d'influence. Et c'est des dépenses qui ont été multipliées par 10 en 5 ans. Donc, on voit qu'on n'est vraiment pas du tout sur un effet de mode. Clifford ? C'est très bien résumé. Je rajouterais que les audiences ont de plus en plus besoin d'authenticité. Donc, je pense qu'on parlera aussi de l'incarnation des influenceurs et des marques pour encore plus d'authenticité. Mais je pense que les audiences ont un peu évolué aussi. Donc, c'est un changement de comportement d'achat aussi. C'est un nouveau levier, mais je pense qu'il y a une partie miroir, je dirais, entre l'influenceur et les audiences
qui incarnent certaines marques dans l'objectif de parler de sujets connexes entre les audiences, la marque et l'influenceur. Donc, je pense que les audiences sont amenées le persona en tout cas est amené à prendre de plus en plus de plaisir à regarder ces vidéos d'influenceurs et donc d'avoir cette crédibilité peut-être pour certains influenceurs et certaines marques. Donc, c'est un nouveau levier, mais c'est aussi une nouvelle solution d'influence, je dirais, en dehors de ce qui se fait traditionnellement dans les médias ou dans la presse. Et pour vous, comment ça se fait que, tu as parlé de Squeezie ou de McFly et Carlito, Frédéric, comment ça se fait que ces personnalités qui sont sympathiques mais qui n'ont pas nécessairement fait des choses exceptionnelles se retrouvent avec des telles audiences, attirent autant de personnes dans un univers où il y a autant d'autres influenceurs potentiels, et là le sondage qui tourne, c'est pour vous, sommes-nous tous des influenceurs? Comment, comme ça, quelques-uns émergent et deviennent aussi puissants qu'ils contribuent à la notoriété du président? Alors, il faut savoir que évidemment, c'est lié aussi un peu à la fracture entre guillemets digitale entre avant l'an 2000 et après l'an 2000. Toute la génération née après 2000 est limite née avec un smartphone dans la main. Donc, c'est pas les mêmes réflexes que notre génération à nous. Et ils sont très rapidement allés sur les réseaux sociaux et on sont pris d'engouement pour des influenceurs. Et derrière, les parents qui sont allés voir aussi sur certains influenceurs, les Squeezie, McFly, Carlito, Lena Situation, etc. Des parents sont aussi abonnés parce qu'ils trouvent ça pas si mal. Pourquoi? Parce qu'il y a du contenu, parce que c'est bien produit et c'est très très important. Et de plus en plus maintenant, et Clifford le dira aussi côté B2B, la production et la création de contenu est hyper importante. Donc c'est assez créatif. Après, on n'aime pas l'humour, mais c'est quand même, il y a de la créativité. Regardez le défi McFly Carlito où ils avaient en 2 jours écrit une chanson sur les gestes barrières qui devait justement faire 10 millions de vues. Enfin, on n'écrit pas une chanson comme ça en 2 jours si on n'a pas un minimum de talent. On ne fait pas un clip plutôt rigolo, tourné à la Défense et un peu partout si on n'a pas un minimum de talent. Il faut savoir aussi le produire, bien filmer. C'est fini effectivement, l'influenceur qui se filme avec un smartphone à contre-jour dans sa salle de bain, ça marche plus. On a besoin de belles images, etc. Et ceux qu'on cite là font de belles images. C'est bien monté, c'est très rythmé. Donc ça explique l'engouement aussi. Clifford? Alors moi, c'est un peu différent sur notre marché B2B. Il y a un peu d'entertainment, mais c'est plutôt quand même de l'expertise sur l'expertise métier et de l'expertise de personnalités et de leaders d'opinion qui ont 5, 10, 20, 30, 40 ans d'expérience dans une thématique. Donc plutôt, je dirais, la légitimité de parler d'un métier ou d'une expertise. Ce ne sont pas des influenceurs comme McFly et Carlito en sens autant sur le fond que sur la forme que sur le volume. On est plutôt sur une influence plus de niche, même si certains ont 250 000 contacts au maximum sur LinkedIn. Mais je dirais que nous, sur le B2B en tout cas, ce ne sont pas forcément des très très grands créatifs de base. Ce ne sont pas de digital natives comme Squeezie qui ont une appétence particulière pour les outils, pour l'image, etc. Mais c'est plutôt des influenceurs qui ont un parcours de vie et d'entreprise capable de débattre, capable de donner leur avis sur une situation complexe, ou mettre en avant une entreprise par rapport à des problématiques de recrutement, des problématiques de commercial, marketing et des solutions. Donc, nous, en tout cas, je ne sais pas si c'est vraiment la teneur de la question, mais on va plus les accompagner sur cette partie-là puisque ils n'ont pas créé de chansons, nous. En tout cas, pas pour le moment encore. Ils ont pas ce talent qu'ont les influenceurs sur Instagram, YouTube, TikTok, etc. Mais plutôt, nous, on va les accompagner sur la forme, mais ils ont le fond de l'expertise métier. Donc, c'est un peu différent. Et pour répondre à la question, comment ils arrivent à grandir et à avoir des communautés aussi importantes? Nous, c'est LinkedIn. Donc, LinkedIn, c'est un réseau social un peu niché depuis quelques mois, depuis 2 ans, je dirais. Mais ce sont des gens qui ont construit une communauté depuis X temps et qui ne sont pas forcément des ayatollahs de chercher des abonnés pour des abonnés. C'est venu après 5, 6, 7, 8, 10 ans, quoi. Donc, c'est un peu différent comme manière de fonctionner, je dirais. Il y a Romain qui évoque la crédibilité des influenceurs en disant que quand Nabila conseille des placements financiers, j'en doute. T'en penses quoi, Frédéric? Oui, alors ça, je voulais d'abord finir sur la question sommes-nous tous influenceurs? Évidemment, après, il y a la crédibilité. Sur laquelle j'allais aller, qu'on n'a pas traité encore. On l'est tous. On a parlé évidemment là, de ce qu'on appelle les méga influenceurs avec des audiences
extraordinaire, mais les nano-influenceurs sont également très utilisés par les annonceurs. Les nano-influenceurs, ils parlent d'un sujet très précis sur lequel ils sont experts et sur lequel leur communauté a pleinement confiance. J'ai l'exemple, par exemple, d'un influenceur sur YouTube qui s'appelle Nota Bene, qui est un spécialiste de l'histoire des Vikings. Alors, l'histoire des Vikings, je ne sais pas vous deux si ça vous intéresse ou pas, il n'y a pas énormément de gens que ça intéresse, mais ceux que ça intéresse sont des passionnés. Et quand ce Nota Bene, qui lui est un dingue d'histoire médiévale et de Vikings, on parle et à un moment, tel ou tel bouquin qui vient de sortir sur l'histoire des Vikings, ce bouquin, il est acheté le lendemain par tous les passionnés d'histoire de Vikings parce que voilà, il est crédible, il y a de l'authenticité. Ça fait le point avec ta question sur Nabila, effectivement. Il vaut mieux pour un influenceur être crédible et parler de son domaine d'expertise, que Nabila parle de produits de beauté, zéro souci. Les placements financiers, c'est pas une très bonne idée. Le marketing d'influence, c'est pas encore complètement rodé, hein. Il y a des choses qui continuent de se faire. Il y a aussi la RPP qui travaille énormément sur l'influence responsable. Je ne sais pas si on en parlera au cours de ce webinaire. L'influence responsable, c'est évidemment dire et communiquer que c'est de la publicité, ce que Nabila n'a pas fait, qui lui a valu une petite, voire une grosse amende, mais enfin, c'est pas grave, le compte en banque. Là-dessus, c'est évidemment encore un peu en rodage, le marketing d'influence. Oui, il y a des influenceurs qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas plus que ça, et ça passe pas. D'ailleurs, la remarque qui a été faite par Romain, c'est ça, montre bien que ça passe pas. Par contre, quand ils parlent de choses qu'ils connaissent très bien, et ben leur communauté suit directement l'influenceur. Et à ce titre, moi, je vais faire appel aux nano-influenceurs que vous êtes tous dans la salle, parce que notre stratégie sur LinkedIn, à travers ces webinaires, c'est aussi de faire connaître nos méthodes qui vont nous permettre de faire connaître, d'amener des gens dans nos formations, dans nos ateliers, etc. Donc, si vous avez eu la chance de lire ces bouquins, ou si vous avez envie de lire ces bouquins, de découvrir gratuitement des canevas qui résument ces bouquins, n'hésitez pas à devenir nano-influenceur, à partager le plaisir que vous avez eu à lire ces bouquins, ce que vous y avez appris, comment ça a transformé votre vision du marketing. On essaye vraiment de mettre l'intelligence collective au cœur de nos méthodes pour que ce soit pas une seule personne qui construise la stratégie, mais ce soit toute une équipe en collaboration avec les autres parties prenantes de l'entreprise. Voilà, je compte sur vous en cette période de fête de fin d'année et de Noël pour partager votre plaisir de nano-influenceur, avoir lu ces bouquins et ces méthodes, et faire en sorte qu'il y en ait d'autres qui aient envie de faire cette découverte. Voilà, petit instant promo, et je te passe la parole, Clifford. Non, mais c'est très bien amené, justement, puisque pour rebondir. Et petit post, Frédéric, tu peux aussi, je sais que tu as contribué au bouquin, que tu les as, donc you're welcome. Je pense qu'on est, pour rebondir sur ce que tu dis, on est tous, je dirais, alors sur le B2B, où on est tous leaders d'opinion, on a tous, en tout cas les personnes qui osent communiquer à petite échelle par rapport à ce qu'on vient d'évoquer juste avant, puisqu'on ne parle pas de communauté de 2 millions de personnes, mais même si on a 1000, 10 000, 20 000, 5 000 abonnés, on commence à avoir une influence qui se construit sur le long terme. Et effectivement, tous ici dans la salle, si on s'intéresse au marketing et à la communication, on peut tous indirectement être un leader d'opinion dans sa thématique, une expertise et en parler. Maintenant, il faut oser en parler, mais je pense que l'influence, on pense souvent influenceur, mais nous, on a des influenceurs. Je donne un exemple, mais on a un influenceur qui est un ancien DRH de chez McDonald's et Sushi Shop, par exemple, qui est leader d'opinion influenceur chez nous, mais il a que 12 ou 15 000 abonnés sur LinkedIn, mais il touche une niche que les marques, justement, sont pas amenées à toucher d'habitude. Même on n'est pas sur du quantitatif, mais on est plus sur du qualitatif. On va pouvoir peut-être, à force de travail et de communication long terme, toucher des cadres dirigeants qu'on n'aurait pas l'opportunité de toucher. Donc, on a tous, malgré notre petite ou moins grande ou plus grande communauté, des opportunités à devenir influenceur pour sa propre marque, sa propre expertise, etc. etc. Ça, c'était le petit rebond sur, justement, on est tous influenceurs, pour moi. Alors justement, pensez-vous que le marketing d'influence est uniquement réservé aux entreprises B2C? 100% disent non. J'imagine que tu abondes, Clifford. Écoute, je suis ravi. Je suis ravi parce que il y a encore quelques années, quand on s'est lancé, on avait besoin d'évangéliser. Donc, j'ai l'impression que ça, c'est cool. C'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de compréhension de ce marché-là. Alors, quand on dit B2B, tout est relatif. Ça va dépendre de ce qu'on attend par B2B. Aujourd'hui, nos influenceurs touchent des cadres dirigeants. Donc, c'est dans un cadre B2C, B2B, je dirais, puisque
il faut avoir conscience que nous tous ici, on utilise en tout cas LinkedIn à titre perso et pro. C'est 24 millions d'utilisateurs aujourd'hui en France. Donc, on n'est pas forcément qu'au travail quand on utilise LinkedIn. Et donc, c'est devenu un réseau social à part entière. Et donc, forcément, aujourd'hui, on a des modes de consommation un peu différentes, même dans le B2B, parce qu'on a du pro-perso, on continue. Et l'influence B2B, en tout cas, est à son démarrage, je dirais, depuis 2 ans. On voit de plus en plus de sollicitations, en tout cas, même dans les experts marketing comme aujourd'hui, comme vous, dans la communication ou dans le marketing, ou comme dans les écoles, justement, avec Frédéric. On se rend compte que oui, effectivement, c'est sans doute demain, il n'y aura pas que ça demain, mais c'est un axe qui est encore sous-développé. Et je finirais par dire que l'influence B2B, pour justement parler aux marketeurs et aux experts de la com, c'est un océan bleu contre un océan rouge où beaucoup de gens se battent sur Instagram où c'est de plus en plus compliqué. On parle aussi de TikTok, etc. Aujourd'hui, l'océan bleu, c'est-à-dire qu'il y a très peu de concurrence finalement dans l'influence marketing sur le B2B, donc il y a des opportunités. Et vu qu'on est au démarrage, on sait que si on saisit l'opportunité un peu plus au démarrage, on a souvent tendance à arriver tôt et si ça marche, c'est plutôt très bon pour la marque. Donc, il y a des opportunités en B2B qui sont… Peux-tu nous donner un exemple de campagne que tu as menée ? Alors, aujourd'hui, en fait, on a eu la chance de faire plein de choses différentes, très étonnamment. C'est-à-dire qu'on a commencé avec des TPE-PME, puisqu'on n'avait pas un marché type, vu que c'était de l'évangélisation et que c'était encore très peu connu. On pensait à aller directement sur des plus grands comptes et finalement… c'est pas forcément les plus grands comptes qui ont pris les risques au démarrage, donc c'est plutôt des entreprises, des petites entreprises, entreprises, tout est relatif, mais c'est des entreprises de 30 à 150 salariés qui ont pris les risques de se lancer dans quelques publications avec des influenceurs. Et puis au fur et à mesure, en fait, la confiance a commencé, c'est-à-dire qu'on a commencé à avoir des influenceurs, les influenceurs ont commencé à se positionner en tant qu'influenceur B2B. C'était un vrai exercice parce que beaucoup de gens ne sont pas légitimes à se dire influenceurs en B2B alors qu'ils le sont, d'après nous en tout cas. Donc des marques, aujourd'hui, on va collaborer autant avec des entreprises dans la partie RH des entreprises du SBF comme du milieu du startup avec, par exemple, je sais pas, moi je vais citer quelques noms, très startup, nouvelle génération comme Alan, Shine, ces entreprises B2B, B2C, B2B aussi, qui touchent des freelances aussi, etc. Donc plutôt côté startup et après plutôt un peu plus classique, je dirais, en B2B avec des comptes comme Edenred, comme d'autres entreprises qui… Gabriel a quitté la room. Ah, c'est bon. Donc il revient, je pense. Divers et variés, dans plein de thématiques différentes, autant immobilier, RH, commercial, mutuel. Voilà, il y a plein d'univers à exploiter et il y a peu de concurrence entre eux. C'est-à-dire que souvent, on a un univers et puis après, on a la chance d'avoir des secteurs d'activité complètement différents. Donc, tu peux nous… Alors, j'ai été déconnecté, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un exemple de campagne précis. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir, par exemple? Qu'est-ce que vous faites? Comment ça se passe? Comment vous démarchez les influenceurs? Enfin, tu nous décomposes le fonctionnement d'une campagne. Alors, je sais que sur des campagnes B2C, on envoie des box avec des cadeaux. Ah non, c'est vrai que c'est des choses. Comment ça se passe dans une campagne B2B de façon détaillée, précise, pour qu'on puisse se projeter? Alors, il y a plein de choses à dire. Donc, je vais être synthétique, mais… Un exemple. Un exemple. Alors, déjà, nos influenceurs, ils sont dans un label chez nous, en exclusivité. Non, un exemple. Et après, justement, quand tu parles des influenceurs, comment on les choisit, comment après on travaille avec eux. Donc, on a des influenceurs qui sont répertoriés dans les thématiques. On a un client qui veut se rendre visible à travers un exemple. On va prendre par exemple, on va prendre le cas d'Alan. Alan avait lancé avec, il me semble que c'est Ipsos, une étude sur la ménopause au travail. Les conséquences de la ménopause au travail. Ce qui est un très bon sujet puisque ça parle de la marque indirectement. Parce que le sujet de la mutuelle, c'est pas un sujet hyper passionnant. Sur les grandes audiences et en mainstream, c'est pas très mainstream. L'objectif étant de toucher des DRH, puisque le DRH va prendre la décision de signer avec Alan demain pour avoir cette mutuelle. Donc, on a pris le parti pris d'aider Alan avec de la légitimité d'incarner cette problématique de la ménopause au travail avec des influenceuses du label qui sont anciennement RH ou DRH ou dans le bien-être, dans la qualité de vie au travail, etc. On a produit des contenus. Avec les influenceurs en s'appuyant de l'étude qui avait été faite. Ils ont incarné le message et ont parlé de la problématique de la ménopause, de la préménopause au travail, des problématiques que ça engendre au travail, dans le recrutement, dans le quotidien, dans le bien-être, etc., en mettant en avant indirectement l'étude et donc la marque.
Et donc, à travers de vidéos, à travers de posts, de carousels, de sondages, etc., sur une campagne qui a duré 2-3 mois et qui a eu beaucoup plus de légitimité puisque la marque a travaillé avec des influenceurs sur cette thématique que les influenceurs, en l'occurrence les 2 influenceuses, ont choisi d'incarner ce problème-là qui les concernait directement ou indirectement. Et donc, du coup, les retombées sont beaucoup plus, je dirais, positives puisque c'est plus légitime de parler quand ça te concerne que la marque qui prend la position sur cette thématique-là qui est, au sens de la marque, c'est un peu plus compliqué. Il n'y a pas eu énormément de retombées. Là, en l'occurrence, il y a eu des retombées. Ça, par exemple, pour donner un exemple concret, pour finir, sur 6 publications sur cette thématique-là, ça a touché 250 000 personnes. Et vous payez les influenceurs dans ces cas-là? Bien sûr. Vous produisez les contenus, vous payez les influenceurs? Oui, ils ont un contrat chez nous pendant 1 an, nos influenceurs, d'exclusivité, où ils sont rémunérés d'une manière étudiée en interne, avec une rémunération qui est fixe, c'est-à-dire que tous les trimestres, elle est mise à jour en fonction de leur audience, en fonction du reach, en fonction des tendances, en fonction de leur secteur d'activité et de l'offre et de la demande. Et donc, cette tarification-là, elle est fixe pour eux et ils anticipent déjà combien ils vont toucher pour le nombre de publications qu'ils vont faire. Après, soit ils décident d'être 100% créatifs et de faire leur contenu, mais comme je disais en préambule, c'est un peu différent puisqu'ils n'ont pas forcément tous les codes Instagram, etc., visuels. Donc, nous, on les accompagne depuis 1 an sur la production. On va en tournage chez le client, on emmène nos caméras, on fait le post-prod. Eux incarnent et parlent du problématique et nous, on s'occupe de tout le… Et c'est une campagne qui vaut combien en ordre de grandeur? Alors, au démarrage, en fait, les budgets ont bien évolué. C'est-à-dire qu'au démarrage, on fonctionnait par poste. C'est-à-dire qu'on avait des campagnes qui étaient de 2 à 5 000 euros au démarrage avec X postes. Aujourd'hui, on est complètement sur un modèle différent. Pour l'exemple d'Alan, pour rester focus. Je ne peux pas te donner exactement… Non, mais l'ordre de grandeur, c'est une campagne à 10 000 euros, à 20 000 euros, à 100 000 euros, à 1 million d'euros. Je peux donner une ordre de grandeur sur nos paniers moyens et nos clients moyens. Ce sera un peu plus large. Aujourd'hui, souvent, nos clients débutent entre 7 et 10 000 euros et peuvent aller jusqu'à, si on travaille sur 6 mois, sur 1 an, peuvent aller à 50 000 euros, si tu veux. Donc, ça va vraiment dépendre du nombre de publications, de la production qu'on y met. Et donc, j'imagine qu'Alan fait partie des gros. Sont dans cette fourchette-là, mais sont pas. Non, on n'est pas dans c'est pas les campagnes les plus compliquées qu'on ait fait en termes de production. C'est quand même assez encore simple en termes de production. Quand tu vas chez le client et t'interviews comme on l'a fait hier avec une DRH d'une belle boîte, tu viens avec les caméras, tu viens avec l'influenceur, etc. Donc ça monopolise beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc là, forcément, si tu fais 10 publications de ce type-là avec une table ronde dans un studio comme on a chez nous, etc. Là, ça va être quand même beaucoup plus long en termes de création. Si tu fais juste des posts pour des posts, on fait très peu. C'est-à-dire que du relais pour du relais, c'est pas trop le rôle, en tout cas, de notre agence de communication d'influence. On va créer des histoires plus que juste relayer. C'est moins important. D'accord. Voilà. Sondage suivant, quels sont les défis en termes de marketing d'influence pour les entreprises? Le plus gros qui ressort, c'est mesurer son ROI. Après, il y a trouver les bons influenceurs et bien gérer sa campagne qui fait 0. Mais il y a quand même 33% de gens qui disent les 3 réponses. Frédéric. Oui, parce qu'il y a assez logique. C'est les 3 réponses. En fait, c'est exactement comme une campagne média classique ou une campagne display où il faut choisir les bons. Quand on faisait une campagne display, il fallait choisir les bons sites. Là, c'est pas des sites, c'est des influenceurs. Trouver les bons influenceurs. Est-ce qu'on prend macro, est-ce qu'on prend micro influenceurs, des nanos, des vrais experts ou plutôt des gens un peu qui couvrent de manière large plusieurs sujets. Donc ça, c'est vraiment important. Ça dépend aussi des budgets. Bien gérer sa campagne, c'est hyper important. C'est tout ce qu'on parlait de créativité. On met de l'humour, on met pas de l'humour. Est-ce que en B2B, on doit absolument être ultra sérieux ou est-ce que Clifford a déjà eu des campagnes avec un peu d'humour aussi? Non, il y a de l'humour. Est-ce que l'humour est un peu moins… Voilà. Est-ce que l'humour n'est réservé qu'au B2C? Est-ce qu'on fait un post, une story, plutôt YouTube, plutôt TikTok, plutôt 8 secondes, plutôt 15 secondes? Donc oui, bien gérer sa campagne, c'est hyper important. Et enfin, évidemment, mesurer son ROI, mais ça, maintenant, en médias, avec la digitalisation des médias tradis, le ROI, c'est devenu incontournable. Et ça peut être le taux d'engagement, ça peut être… il y a de plus en plus aussi d'influenceurs qui font du live shopping. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du téléachat en version influenceur. Et, on fait ça sur Instagram. Donc, évidemment, derrière, c'est les commandes, les nombres de ventes. Ce sera hyper important. Si vous faites un live shopping et qu'à la fin, il y a 3 commandes, c'est un bid monumental. Donc c'est les 3, évidemment. Mais enfin, vraiment celui qui est le plus ressorti, parce que quand j'ai arrêté le sondage, on était à 58%, c'est vraiment mesurer le ROI.
Est-ce que tu as une réponse particulière sur cette mesure du ROI ou ça reste quelque chose de flou? Et je te poserai la même question, Clifford, en particulier sur tes campagnes B2B où c'est encore plus dur à mesurer parce qu'à la fin, il n'y a pas du live shopping et un panier d'achat qu'on peut mesurer. Frédéric, d'abord. Ça reste flou. Encore une fois, ça dépend de l'objectif de l'annonceur. C'est sûr que s'il veut faire de la notoriété, le taux d'engagement suffira. S'il veut faire décoller son produit ou faire des inscriptions à une école ou autre, il va falloir mesurer un peu plus de choses et effectivement faire en sorte qu'il y ait un lien aussi pour acheter le produit ou vers l'école, enfin, etc. Donc, c'est la même mécanique en fait qu'une campagne display, sauf que là-dessus, on compte après sur le talent de l'influenceur pour entraîner effectivement qu'il y ait plus de notos ou plus d'achats. Je répondrai moi par rapport au ROI. Au démarrage, quand on a lancé les premières campagnes d'influence B2B, on était très focus sur ce qui existait en B2C, en pensant que, peut-être naïvement, que le ROI, typiquement lien de tracking, etc., était une évidence. Les algorithmes LinkedIn, alors vous connaissez très certainement, mais n'ont pas forcément envie de faire sortir du monde du réseau LinkedIn. Donc, créer des contenus pour emmener du trafic qui sort de ce réseau-là n'aide pas l'algorithme, déjà, la première raison. Et puis, dès lors où on touche des positions comme vous, par exemple, on ne va pas du tout être amené à avoir la même, et ça, je pense que Gabriel, tu le sais même mieux que moi, ça c'est très certainement, c'est qu'on ne va pas du tout avoir la même logique d'acquisition quand on parle à un cadre, un dirigeant, que si on vend un produit à 10 € sur Instagram. Ce n'est pas du tout la même logique et le même tunnel d'acquisition. Donc, très souvent, on a besoin de X points de contact. Donc, un ROI à mesurer sur le court terme, c'est compliqué en B2B. Ce n'est pas du tout notre objectif de dire à un client, vous allez avoir un ROI de 1 pour 7, 1 € investi, 7 de rentabiliser. Non, c'est faux pour nous, complètement faux. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu ça sur beaucoup de campagnes, de blogs, etc. C'est complètement faux. Pourquoi? La première raison, c'est que le ROI va dépendre aussi déjà du panier moyen du produit. Donc, si demain, vous touchez un cadre dirigeant avec un client potentiel, vous avez rentabilisé de loin votre campagne, contrairement à si demain, vous vendez un outil SaaS à 10 €, ça va pas du tout être le même type d'acquisition et de long terme en termes de campagne, puisque pour toucher un cadre dirigeant, il faut avoir X points de contact pour avoir de la crédibilité et on va devoir parler d'expertise, utiliser plusieurs influenceurs, etc. Donc, pour répondre à la partie ROI, ça dépend ce qu'on entend par ROI. Si on parle vraiment de retour investissement argent, oui, c'est rentable, mais pas sur le court terme en B2B. C'est vraiment important. C'est-à-dire que si on fait, par exemple, un webinaire, on se dit on fait un événement webinaire en distanciel ou en physique, ça peut avoir le coût. Mais le ROI, du coup, va être le nombre de personnes qui vont venir. Après, à vous de faire votre tunnel d'acquisition à la fin de ce webinaire-là. Et donc, on va inviter des influenceurs qui vont mener du trafic. Ça peut être un ROI mesurable. C'est un moyen indirect. Mais dès lors, on veut faire en sorte que le client achète directement suite à un post d'un post avec un influenceur, ça ne marche pas en termes de retour sur investissement. Je préfère être très honnête parce que l'expérience nous a montré que c'est sur 2, 3, 6 mois, 1 an à travailler avec un ambassadeur. Il en parle avec différents contenus, etc., etc. Plusieurs types de test and learn puisque on est qu'aux prémices du marketing d'influence B2B. Donc, il faut tester. On a des bonnes et de moins bonnes surprises. Mais globalement, on est plus sur de la noto, de l'autorité, de l'awareness, de l'advocacy, tous ces sujets-là, la marque employeur, et puis de la notoriété. Mais la notoriété, elle se construit quoi. Frédéric, tu as une question de Philippe qui demande si la pub télé est pertinente. Je lui ai demandé par rapport à quoi il a répondu les produits moins sûrs. Je suis pas sûr d'avoir complètement compris le sens de la question, mais vu que tu es un expert média par ailleurs, au-delà de l'influence, comment tu évaluerais ces deux médias? Comment tu les mettrais en comparaison pour une marque Télé, marketing, influence. Ouais. C'est une sorte de cible aussi, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les 15-24 ans, c'est sûr qu'on les trouve plus beaucoup en télé. La télé, ça reste quand même sur un mass média, après sur les 25 et plus. Donc c'est pareil, si je reprends mon histoire de bouquins sur les Vikings par exemple, je suis pas sûr qu'il faille passer par la télé non plus, autant passer par les influenceurs spécialistes. La télé, voilà, faut plutôt l'utiliser sur une cible un peu plus âgée et encore une fois dans une optique mass média. Le marketing d'influence, c'est l'utiliser sur les jeunes et
et puis profiter à fond des histoires de niche, que ce soit l'histoire médiévale, les chiens. Il y a des influenceurs spécialistes sur les chiens, les chats, et désormais, et c'est une grosse industrie, hein, on est nombreux à avoir des animaux domestiques chez nous, et désormais, de plus en plus, les fabricants d'aliments pour chiens passent par les influenceurs plutôt qu'un spot à 20h40 sur TF1 qui concernera que la moitié de la population et à peine. Voilà. Il y a d'ailleurs, Romain nous dit, à mon sens, le marketing d'influence se rapproche plus du placement produit en TV. Tu partages ce point de vue? Oui, c'est plutôt bien vu. Effectivement, c'est plutôt bien vu. Après, encore une fois, sur la télé, souvent des très grosses audiences. Là, alors que là, on peut vraiment capitaliser sur les 10 000 fans de croquettes pour poisson rouge. Ça n'existe pas, mais c'était pour faire un peu d'humour. Voilà. Alors, sondage suivant, les clés du succès du marketing d'influence. On a une bonne méthode à 44%, identification, contact, brief. Des bons outils, excusez-nous pour le 2NES qui n'est pas à sa place, et un mixte des deux. Alors, c'est la bonne méthode qui ressort seule, et sinon les deux. Mais les bons outils en tant que tels ne forment pas une réponse. De ton point de vue, Frédéric? Oui, bah évidemment c'est un mix, mais ça m'étonne pas que la bonne méthode soit mise en avant parce que oui, c'est très très important d'identifier le choix des influenceurs, et puis Clifford en parlera après pour la version B2B, mais le choix des influenceurs est crucial, parce que si on prend pas le bon, s'il joue pas le jeu, si et en fait il a pas sa communauté correspond pas à la cible de l'annonceur, on va droit dans le mur. Donc l'identification des influenceurs ou de l'influenceur, on peut en prendre qu'un, est ultra important. Le brief est ultra important parce qu'il y a cette notion de créativité, et puis il y a cette frontière entre l'annonceur qui est le client, donc qui veut absolument que tel ou tel message parvienne, et l'influenceur qui, lui, est le créatif et qui a envie de faire aussi, de faire jouer à fond sa créativité, de jouer sur son humour ou ses codes habituels. Donc, il va falloir trouver aussi une frontière assez habile entre le message que veut faire passer l'annonceur et sans brimer et sans brider l'influenceur. Pour vous compléter, hein, c'est très bien dit. Pour moi, l'essentiel réside dans aussi, il y a une partie qui est de la confiance de la marque. Je dis souvent, parce que les campagnes les plus réussies, et en B2B, je peux vous garantir que les entreprises sont quand même assez des fois fermées, parce que les communications B2B, vous les connaissez, elles sont moins souvent, de manière assez large, beaucoup moins glamour qu'en B2C, parce que il y a des enjeux un peu différents, où il peut y avoir des enjeux financiers ou politiques, ou etc. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, c'est très important d'avoir une confiance de la marque lorsqu'elle se lance. Et donc, ça passe par le démarrage, d'avoir le maximum d'informations et de connaissances de la marque et de l'intention de la marque sur les prochains mois, et ce qu'elle veut communiquer, quelle émotion elle veut donner, quelle vision elle veut montrer, où elle veut aller en termes de communication. Une fois qu'on a bien fait ceci, la sélection, théoriquement, si le temps a été fait, parce que nous, on n'est pas du tout une marketplace. Moi, je suis pas un pro des outils, parce qu'il y avait la question des outils. Sur LinkedIn, c'est différent parce que les API sont bloqués. Donc, l'influence B2B sur LinkedIn en marketplace, pour moi, a peu d'espoir d'arriver, puisque dès qu'on parle en B2B, passer par une marketplace sans faire de brief particulier ou choisir un influenceur en pick and choose, c'est trop risqué. Si on parle de sujets économiques, immobiliers, j'en sais rien, c'est trop compliqué. Donc, ça passe par la confiance et le travail en amont, à travers un brief créatif, à travers des rencontres avec les influenceurs, qui sont systématiques en B2B pour nous. Donc, rencontre influenceurs, brief créatif, une belle découverte des besoins, en quelque sorte. Et puis, surtout, un partenariat avec l'entreprise sur l'acquisition, si c'est un objectif ROI, tout à l'heure on en parlait, qu'est-ce qui va être mis après? Nous, on fait en sorte qu'il soit visible. Après, qu'est-ce qui fonde cette visibilité-là? Et ça, c'est hyper important pour moi, parce que pour une campagne réussie, si demain un client me dit, moi, c'est les ROI, le KPI, je veux absolument un retour sur investissement avec des nouveaux clients, etc. OK, on vous rend visible, mais qu'est-ce qu'on fait de cette visibilité-là? Est-ce que vous allez leur parler en direct après sur LinkedIn? Est-ce qu'on fait le webinaire, etc. Donc, ça passe par une découverte approfondie et une confiance importante, pour moi en tout cas, plus que l'outil. Merci Clifford. Nouveau sondage qui va t'intéresser, Frédéric. Faut-il professionnaliser le marketing d'influence? On a 2 tiers des répondants qui disent oui. Il y en a un tiers qui dit non, c'est marrant.
Voilà. Non, c'est marrant. Alors, pour toi, ça représente quoi professionnaliser le marketing d'influence? Qu'est-ce que ton école va apprendre à ses étudiants? Qu'est-ce qu'il y a à apprendre? Est-ce que c'est pérenne aussi? Si on est parent et qu'on envoie ses enfants faire des études, c'est pas pour que ça dure 3 ans. Qu'est-ce qu'il y a vraiment à apprendre qui ne serait pas du bon sens ou qui mériterait de faire une formation dédiée? Alors, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est encore un secteur en rodage entre guillemets, entre des influenceurs qui ne disent pas qu'ils font de la pub quand ils en font, ou qui font de la pub alors qu'ils sont pas légitimes. À l'inverse, des annonceurs aussi qui utilisent parfois des influenceurs sans les rémunérer, ou en leur envoyant juste une boîte de chocolat pour leur dire merci. Ça, c'est pas top tout ça. Donc il y a tout ça qui doit s'améliorer. Et puis il y a c'est surtout qu'on voit apparaître plein de nouveaux métiers autour de ça. C'est que chez l'annonceur, il commence à exister ce qu'on appelle le Chief Influence Officer, qui est chargé à la fois au sein de la marque de développer la stratégie d'influence, mais aussi de mixer avec les autres campagnes, les autres stratégies qui sont faites en télé, en radio, etc., de voir s'il y a un moment, on peut pas mixer tout. Est-ce qu'il faut mettre la télé d'un côté, l'influence de l'autre? Donc, chez les marques et chez les annonceurs, il y a besoin d'avoir vraiment des spécialistes de l'influence. Dans les agences aussi, les agences tradis qu'on connaît bien, Havas, Publicis, Dentsu, etc., ont toutes maintenant un département stratégie et marketing d'influence, parce que sinon, elles vont être un peu ringardisées. Et puis, il y a eu plein d'agences de stratégie d'influence qui ont éclos. Alors, évidemment, il y a les Années Folles, qui est une agence formidable sur l'aspect B2B, et sur le B2C, ou Bolt Influence, Reach, on va pas tous les citer, Influence for You, il y en a énormément qui se créent et qui marchent très, très bien. Et puis, enfin, autour de l'annonceur, autour de l'influenceur, pardon, il y a plein de métiers aussi. Il y a ce qu'on appelle le talent manager, qui est en gros l'agent des influenceurs. Alors, ça concerne certes les influenceurs qui ont une grosse communauté. Et l'agent, il est chargé de quoi? De vérifier tous les contrats. Donc, il faut qu'il ait des notions de droit. On va revenir sur effectivement ce qu'on apprend en école de marketing d'influence. Il faut avoir des notions, et plus que des notions, que bien s'y connaître en influence éthique et influence responsable. Autour de l'influenceur, on a de plus en plus de chargés de production, qui est en gros chargé de réaliser avec des vraies caméras, avec parfois des projecteurs comme on a au cinéma, de faire presque des films, évidemment, qui ne durent que 30 secondes, mais qui sont de niveau de films de cinéma. Et puis aussi, autour de l'influenceur, il y a de plus en plus ce qu'on appelle le social media manager, qui est le community manager 3.0, qui est chargé justement de répercuter ensuite la campagne, de faire la meilleure viralité, de surveiller les KPI et le ROI notamment. Donc, il y a plein de métiers, il n'y a pas un seul métier. Marketing d'influence, c'est pas influenceur, c'est de nombreux métiers qui demandent donc des connaissances en droit, des connaissances sur les algorithmes, Clifford en parlait tout à l'heure, donc savoir un minimum ce que c'est que comprendre les algorithmes des différents réseaux sociaux, et puis évidemment activer les bons KPI, des connaissances en production et en création de contenu, des connaissances en communication globale pour pouvoir mettre sa stratégie d'influence au milieu d'une communication globale qui intègre de la télé, de la radio, de la presse, tout ce que vous voulez. Donc ça fait beaucoup de métiers, donc ça demande d'apprendre beaucoup de choses, d'où et merci je me suis la parler dessus aussi, Gabriel, la création de l'école Follows, la première école du marketing d'influence, qui propose un bachelor en 3 ans pour apprendre tout ça et pour devenir ensuite soit influenceur, soit un des métiers que j'ai cités tout à l'heure. Tu peux les rappeler, les métiers? Juste comme ça, c'est bien ancré dans les esprits. Ouais. Côté annonceur, Chief Influence Officer, Head of Partnership, chef de projet influence. Côté agence, directeur conseil, chef de projet influence aussi, ça peut être évidemment en agence. Influence trader média, qui est un peu l'acheteur moderne, comme l'acheteur quand on appelait à l'époque des centrales d'achat d'espace, voilà, c'est un peu plus moderne. Dans les régies publicitaires, il y a aussi ceux qui vendent les OPS. Maintenant, beaucoup d'opérations spéciales sont autour d'influenceurs. Et puis, autour de l'influenceur, il y a talent manager, directeur artistique, chargé de prod, social media manager, et enfin, évidemment, le métier d'influenceur ou d'influenceuse. Bon, en tout cas, si tu veux faire un petit livre blanc sur les métiers de l'influence ensemble entre Follows et 1 minute 30, on est les bienvenus. Alors, il existe déjà le guide du marketing d'influence aux éditions L'Harmattan, que j'ai coécrit avec 2 de mes collègues, mais on peut aussi refaire quelque chose ensemble, Gabriel, avec grand plaisir. D'accord. Et puis, la prochaine fois, tu connais un bon éditeur, si tu dois faire des petits guides. Je rajouterais par rapport à ton école, justement, à l'école Follows, parce que je fais ça parce qu'il est à côté de moi sur l'écran. Je sais pas si c'est le cas. Mais effectivement, je trouve ça hyper intéressant. Moi, je parle en problématique d'entreprise, en termes de recrutement. Les métiers qui ont été cités, c'est assez facile de trouver des créatifs chez les jeunes. C'est beaucoup plus compliqué de trouver des agents.
parce que nous, on a des agents pour les influenceurs. C'est beaucoup plus compliqué de trouver des salariés, des futurs salariés qui ont des notions de droit, parce que chaque contrat juridique, plutôt, chaque publication, on édite un contrat, il y a un contrat d'exclusivité, donc il y a des clauses à respecter. Chaque publication a une clause, donc ça devient quand même réglementé, donc ça c'est de plus en plus compliqué. Donc c'est sûr, c'est cool d'être influenceur, etc., d'un œil grand public. Je dirais c'est un peu comme l'immobilier, on se rend compte, on voit Stéphane Plaza, etc., c'est trop cool, c'est trop bien, on voit tous agents immobiliers, puis dans la réalité, dans l'immobilier, il y a plein de choses qui sont beaucoup plus techniques qu'on le pense, c'est pas juste faire des visites, quoi. C'est le meilleur moment, je dirais, la visite. Donc c'est un peu la même chose, et franchement, je tiens à souligner, moi je suis heureux en tout cas de pouvoir participer, et que Follows nous a invités en tout cas à participer au cursus, parce que moi j'espère bien qu'à travers ce partenariat, sur le long terme, on puisse avoir des talents capables de s'adapter au B2B, puisque vu que c'est un marché complètement nouveau, les jeunes connaissent Instagram, etc. Mais aujourd'hui, nous, il y a des opportunités en B2B et qui risquent d'évoluer, et on a besoin même de DA, d'agents, tout ce que tu as cité juste avant. Moi je suis complètement en phase avec ça, et j'insiste là-dessus pour les jeunes. On voit le côté influenceur, mais les à côté sont très passionnants aussi. Il y a plein de choses à faire. Nous, on a une personne, pour finir, qui était chez nous, qui est toujours chez nous, qui a commencé pour faire du marketing, je dirais au sens large, nous aider dans la communication, les outils, etc. Au final, il a fini derrière la caméra. Parce qu'en fait, c'était un passionné de cinéma. Il adore être derrière. Et donc, du coup, on a créé des contenus, et son poste a évolué parce qu'en fait, on manque d'experts dans le B2B et même dans le B2C, dans les métiers. Donc, c'est important de les former maintenant. Et même limite, moi, j'aurais aimé que l'école, pour moi, aurait dû exister déjà avant, parce que il y a un marché énorme, mais au moins, il y en a une maintenant qui existe. Donc, ça, c'est cool. Il y a plein de questions dans la salle, donc avant de traiter le dernier sondage, j'aimerais reprendre les différents propos de la salle. Il y a Sylvain qui nous disait il y a quelques minutes, faites-vous une différence entre relations publiques et marketing d'influence? Notre discussion me fait penser à Edward Bernays, et moi je connaissais pas Edward Bernays, donc il a complété en disant que c'est lui qui a montré démocratiser le fait de fumer pour les femmes, ce qui n'est pas hyper sympathique de sa part. Ce parallèle, on a déjà fait un peu le parallèle entre la télé et le marketing d'influence, et entre les relations publiques et le marketing d'influence. Oui, c'est le même esprit, sauf que le marketing d'influence utilise le digital et utilise tout ce que peuvent permettre les réseaux sociaux, en termes de viralité, de construction de communauté, etc. Donc la différence, c'est l'utilisation de l'outil digital à plein, quoi. Après, on a un retour de Loïc soutenu par Philippe qui nous dit « Jusqu'à que les changements socio-écologiques des prochaines années nous envoient dans le mur, je suis horrifié de voir à quel point les enjeux sociaux et environnementaux sont très très souvent absents du marketing d'influence. » Un point de vue là-dessus? Alors moi, je pense pas que ce soit absent. Vas-y, Clifford. Nous, on a beaucoup d'entreprises qui souhaitent mettre en avant leur politique RSE. On travaille avec deux personnalités dans notre label qui sont aussi référents handicap. On a mis en avant la Semaine européenne du handicap. On a mis en avant, il y a des bonnes actions qui sont faites. En plus, c'est des nouveaux métiers pour eux, les référents handicap, des influenceurs, de pouvoir être rémunérés autour de ces sujets qui les passionnent et qui sont engageants. On a une entreprise comme Shine qui met en avant leur politique RSE. On allait chez eux pour expliquer un petit peu qu'est-ce qu'une politique RSE dans une entreprise, dans une néobanque. Ils ont lancé justement un crédit avec un avantage financier s'il y a une politique RSE dans une entreprise, notamment avec des engagements écologiques, et mettre en avant à travers les influenceurs justement, et demain aller chez un client qui a bénéficié justement de ces avantages économiques de prêt parce qu'il est engagé écologiquement. Et donc la néobanque veut communiquer là-dessus, mais elle le fait concrètement. Donc non, je suis pas forcément d'accord avec ça. Je pense que c'est la mauvaise image peut-être qu'on a sur le marketing d'influence. D'ailleurs, c'est pour ça que l'influenceur c'est devenu un mot un peu impopulaire, parce qu'il y a eu quelques couacs, je pense, de choses limite, dont ce que tu as évoqué, Frédéric, avec Nabila, etc. Pour moi, nous, ce qu'on fait, ça n'a rien à voir avec ce que fait Nabila, quoi. Donc, il y a des engagements qui sont faits, qui sont menés. C'est pas que du greenwashing ou du fake. Non, il y a vraiment des choses qui sont mises en avant et des bonnes actions. Quand je parle, je finirai là-dessus, quand on bosse avec l'ADAPT ou le FIP, le Fonds d'insertion aux personnes en situation de handicap, c'est pas l'écologie, mais c'est quand même une bonne action.
on met en avant tout de même une politique handicap, les investissements qui sont mis autour des personnes en situation de handicap. Et en plus de ça, ils rémunèrent des influenceurs référents handicap. Je veux dire que la boucle est bouclée. Pour moi, il peut y avoir des bonnes actions, si c'est en tout cas le sujet de la question et des actions menées. Voilà. Alors, juste une question sur là, en t'entendant parler, en B2B, le fait de rémunérer un influenceur qui a par ailleurs un autre métier, d'autres sources de revenus, contrairement à Nabila, dont c'est devenu le métier principal, ou un certain nombre d'influenceurs B2C, dont c'est le métier principal, toi tu l'as dit, les influenceurs B2B sont des professionnels reconnus, experts de leur métier. Qu'est-ce que ça représente pour eux d'être payés? Est-ce qu'ils n'ont pas l'impression de finalement de se brader en prenant, je sais pas, 100, voire 1000 euros, mais certainement pas plus, compte tenu du prix de tes campagnes, par rapport à leur expertise, quoi? On a des influences. Alors, il y a deux questions à cette question-là. La première, c'est effectivement quand tu as un job et tu es salarié, ça peut être plus ou moins compliqué. Oui, la majorité des influenceurs chez nous sont indépendants, ont une ancienne expérience dans le monde de l'entreprise et aujourd'hui sont indépendants, formateurs, etc. Et ont été 20 ans dans le monde de l'entreprise. On a une ancienne directrice de chez Yves Rocher. Si elle était chez Yves Rocher aujourd'hui, elle ne pourrait pas communiquer dans le retail cosmétique. Ce serait compliqué. Donc, pour répondre à ta question, ouais, c'est compliqué d'être salarié, être influenceur dans le B2B. On en a certains, mais du coup, on a des NDA qui sont signés, on a des clauses particulières, des collaborations qui doivent avoir du sens par rapport à l'entreprise dans laquelle ils travaillent, parce que ça peut être un peu touchy. Donc, c'est quand même assez rare. Je dirais 20% sont salariés, le reste sont indépendants. Et après, sur les rémunérations, j'ai envie de te dire qu'il y a beaucoup en fait d'influenceurs qui vivent de d'autres choses, mais au fur et à mesure, au début, c'était un petit complément de revenu. Aujourd'hui, on a des influenceurs qui ont, je ne demanderai pas les prix parce qu'il y a des confidentialités, mais qui en tout cas, déjà l'année prochaine, ont l'objectif de doubler leur montant et ils pourraient en vivre. Voilà. D'accord. Ouais. Pas beaucoup, mais certains. Après, on n'a pas 200 influenceurs. Hein. Aujourd'hui, on a 25 influenceurs en exclusivité, une centaine dans un pipe qu'on teste. Qu'on fait des tests, test and learn, tous ne sont pas très bien rémunérés en fonction de leur communauté, etc. Hein, donc ça dépend un peu de ce qu'ils font. Et souvent, c'est pas du tout comme dans l'influence B2C, ils sont pas du tout venus pour être influenceurs. Donc pour eux, c'est une posture qui limite, je te dis, moi je passe à Antoine Kérodi, qui est référent du handicap. Quand on allait à la semaine européenne du handicap chez Radio France, où il a pris une prise de parole, des vidéos qu'on avait montées pour mettre en avant les actions de la semaine européenne, eh bien, il y avait Sophie Cluzel, la ministre chargée du handicap. Eh bien, lui, franchement, dans son attitude, il était aux anges parce qu'il était à the place to be dans son action. Il a mis en avant ses problématiques, il a pris la parole et quand il te dit ben moi aujourd'hui j'ai ouvert une micro-entreprise, je gagne de l'argent, j'aurais jamais pensé il y a 2 ans venir ici chez Radio France et vivre ce moment-là, vraiment. Et donc ça c'était incarné. Et moi j'étais hyper fier. Enfin, c'était un petit aparté, mais oui, on gagne de l'argent, mais c'est pas un métier à part entière il y a 2 ans, ça le deviendra demain, peut-être l'année prochaine pour certains. Et effectivement, il y a Sylvain qui signale qu'il est ouvert dans le domaine du handicap. C'est vrai que moi, je connais Sylvain depuis longtemps. Il est handicapé, je me rappelle plus exactement son handicap, mais il est très actif et présent sur les réseaux sociaux. Je t'invite à ce que vous rentriez ensemble en contact. Question de Suzanne. Suzanne, beaucoup de TPE en B2B ne sont pas structurées, pas de compétences, pas de services dédiés. Comment amener le marketing d'influence dans ces sociétés ? Comme Frédéric, tu veux que je réponde ? Non, vas-y, c'est un peu plus pour toi. Alors, comme je disais tout à l'heure, et là c'est pour ça qu'il faut être accompagné soit en interne, soit d'agences comme une immigrante, des agences qui vont permettre d'aller plus loin sur la visibilité et du coup l'acquisition, si c'est un objectif d'acquisition. Mais oui, c'est vrai que nous on refuse certains clients, c'est pas de la prétention, c'est vraiment de se dire, on l'a fait au démarrage avec des clients qui arrivaient bien en tête avec une idée en se disant ça va être énorme, on va tout casser parce qu'on va être visible grâce à des influenceurs en B2B. La vérité, c'est que les contenus sont éphémères, que si tu n'as pas de stratégie derrière, ça peut faire un effet waouh et puis ça redescend. Donc, soit tu mises sur le long terme, soit tu as une stratégie très claire derrière, en interne ou en externe, avec une autre agence avec laquelle on travaille pour optimiser. Imaginons 1 minute 30, créer un tunnel d'acquisition avec une landing page lors d'un événement, etc. Et comme là, au webinaire Jam, après derrière, qui emmène vers autre chose, une newsletter, j'en sais rien. Tout ça va permettre de rendre un vu et de le fidéliser et puis demain de devenir un futur client. S'il n'y a pas cette stratégie-là, alors c'est pour ça que souvent c'est quand même des belles PME parce que les TPE, soit elles n'ont pas les moyens financiers, soit elles n'ont pas anticipé ça. Mais
je finirai qu'il y a des clients qu'on refuse aussi parce qu'ils ont zéro communication sur LinkedIn et que du jour au lendemain, ils veulent travailler avec des influenceurs et ça ne marche pas. Aujourd'hui, on est obligé d'accompagner des marques sur 1, sur 2 ans sur leur community management B2B sur LinkedIn parce qu'il faut qu'on construise la marque. Parce qu'une fois qu'on vend du trafic, s'il n'y a rien, ça fait l'effet waouh et c'est fini. Parce que si demain, toi, en tant que dirigeant, en tant que cadre, tu arrives, tu vois un influenceur parler d'une marque, tu tapes sur Google, tu tapes sur LinkedIn et il n'y a rien, tu fais le tour et tu oublies. C'est très déceptif. D'où cette notion d'accompagnement et de conseil, effectivement. Et je disais la création depuis quelques années de nombreuses agences de stratégie et de conseil en marketing d'influence est hyper important, évidemment. Ouais. Il y a Loïc qui nous dit qu'il voit une tendance intéressante. Si tu veux d'ailleurs venir parler un petit peu, Loïc, tu es toujours le bienvenu. Il suffit d'appuyer sur le bouton speak. Des indépendants créateurs sur TikTok, vendeurs de ces prestations avec LinkedIn. J'ai pas très bien compris de quoi il s'agit. Je pense avoir compris, mais je suis pas sûr. Vas-y, réponds au cas où. Non, et puis après, on a notre dernier sondage qui est: les collaborateurs sont-ils les meilleurs ambassadeurs, qui nous permettra de conclure cette discussion. Moi, je sais pas si c'est ce que Loïc veut évoquer, mais il y a beaucoup, en fait, je me rends compte, effectivement, c'est plutôt les digital natifs qui vont sur TikTok parce qu'ils sont très, très bons sur TikTok, et après qui relayent sur Twitter, sur LinkedIn en disant TikTok, c'est génial. Mais en fait, finalement, et c'est un peu le syndrome Clubhouse, je dirais, enfin, moi, c'est un petit perso, on est tous allés sur le Clubhouse, on va tous sur TikTok parce qu'il y a beaucoup de viralité, on peut parler à beaucoup de gens rapidement, etc. Mais dès lors on veut faire de l'acquisition, on arrive finalement sur LinkedIn parce que c'est l'endroit où on va être référencé pour pouvoir discuter avec la personne. Et donc, j'ai l'impression que TikTok, si c'est la question, il y a beaucoup de gens qui vont sur TikTok parce qu'il y a une viralité très importante, très rapide, beaucoup plus que LinkedIn. Mais finalement, après, ils relayent sur LinkedIn en disant c'est génial TikTok. Mais pourquoi ils reviennent sur LinkedIn? C'est que l'acquisition après sur TikTok, je pense qu'il est compliqué. Et donc, ils veulent être référencés à travers LinkedIn. Donc, il y a ce côté un peu paradoxal des fois des réseaux sociaux et des stratégies. Mais ça, c'est mon avis après personnel. Et Loïc dit exactement. Donc, c'est parfait. Juste un petit mot sur le dernier sondage pour parler un peu d'employé advocacy. Sont-ils les meilleurs ambassadeurs? Est-ce qu'on est entre l'employé advocacy et le marketing d'influence sur des choses qui sont proches ou... Moi, 100%. Oui, 100%. Après, oui. C'est-à-dire 100%, parce qu'on ne paye pas ses collaborateurs pour ça, en tout cas. Alors, si vous commencez, Frédéric, si j'ai pris beaucoup la parole, vas-y, je t'en prie. Non, vas-y sur cette question-là, et après, moi, alors, quand je dis 100%, c'est qu'à travers toutes les campagnes qu'on fait, on parle aux collaborateurs avant, parce que les collaborateurs vont aider la campagne d'influence. Si demain, tu es une boîte tu as 500 salariés, il y en a 200 qui sont sur LinkedIn et les 100 sont engagés. Si les 100 nous aident à rendre viral les contenus, on ne va pas s'en priver et il faut que la marque, du coup, elle soit sexy pour les salariés et que les salariés aient envie d'être ambassadeurs. Donc, on va faire ce job-là des bonnes pratiques LinkedIn avec eux en amont de la campagne. Ça, c'est une évidence pour nous, surtout quand on gère le community management, parce que ça va beaucoup plus vite quand on est ambassadeur de sa propre marque, de son entreprise. Moi, l'idée finale, finalement, de l'influence B2B, si ce n'est vraiment… on ne devrait pas travailler avec des influenceurs en soi. Je ne devrais pas dire ça, mais on devrait tous en interne être influenceurs de sa propre entreprise. Surtout que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais on pourrait demain tous parler de sa boîte dans laquelle on travaille et devenir notre propre influenceur. Nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on invite à faire aux collaborateurs, sauf que la difficulté, c'est que c'est super long. Donc, ça va être compliqué de demander à un salarié de travailler 3 heures tous les jours sur LinkedIn sur la création de contenu. Ça risque d'être mal perçu. Ou sinon, c'est un social media manager qui va parler de la marque, mais il ne va pas l'incarner à titre personnel. Donc, du coup, c'est très compliqué. Mais en soi, on peut tous indirectement faire de l'advocacy, mais on fait beaucoup d'advocacy après pour le recrutement. C'est-à-dire qu'on va employer advocacy et customer advocacy aussi. C'est-à-dire qu'on va aller chez le client avec un influenceur, parler aux collaborateurs dans l'open space, on va aller avec la caméra, on va parler, s'ils ne veulent pas à titre personnel communiquer sur LinkedIn, c'est la marque et l'influenceur qui va les mettre en avant s'ils le souhaitent lors de journées de tournage, etc., etc. Et puis après, pareil chez le client en customer advocacy. Mais les clients et les salariés sont les meilleurs ambassadeurs d'une marque, clairement. Pour moi, c'est une évidence. En tout cas, il y a le caractère authentique, ça c'est sûr. Après, effectivement, comme tu le disais, c'est pas forcément des créateurs de contenu. Donc, ça c'est un peu plus compliqué.
Merci beaucoup à tous les deux sur cet échange passionnant sur le marketing d'influence B2C, B2B. Je rappelle, Frédéric, que tu lances la première école d'influence qui s'appelle Follows et que toi, voilà. Clifford, tu es la première agence de marketing d'influence B2B qui s'appelle Les Années Folles. C'était très intéressant. Moi, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. C'est notre dernier webinaire cette année. L'année prochaine, je voulais vous partager le programme des 1 minute 30 talks, mais il y a encore rien d'annoncé, mais on est encore en train de travailler là-dessus. Moi, j'ai envie d'aller vers beaucoup plus d'intelligence collective, donc je ne sais pas encore exactement comment on va faire ça. On va aussi vous parler de nos prochaines méthodes, Brand Strategy Design. On commence à accoucher des premiers canevas pour travailler sur la marque. On va aussi fêter l'année prochaine les 10 ans d'1 minute 30, donc ce sera un fil de conducteur récurrent de l'année prochaine autour des 10 ans. Voilà, je vous souhaite des magnifiques fêtes de fin d'année. Si vous avez chacun un petit mot pour conclure, et on se retrouve sûrement le premier vendredi de janvier avec un programme qu'on vous évoquera. Je vous repartage pendant ce temps nos livres. C'est un beau cadeau de Noël, donc n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à en parler aussi. Vous êtes tous des micro-influenceurs. Merci à vous. Frédéric, un petit mot. Alors, un petit mot rigolo, comme c'était 10 ans, donc tu vas t'appeler 10 minutes 30 l'an prochain. Non, ce serait plutôt 35 secondes aujourd'hui. Le temps. Et juste préciser, follow, c'est un orthographe particulier, donc je voulais préciser. Follow, ça s'écrit 2FO, 2LO, 2Z. Je répète, 2FO, 2LO, 2Z. Et rendez-vous sur www.follows.com. Et merci évidemment à toi pour l'invitation et merci à Clifford de m'avoir accompagné. En tout cas, j'ai été honoré de participer à ce live. Je vous souhaite à tous une très très bonne fin d'année malgré la situation et j'espère que vous pourrez profiter en famille. Et n'hésitez pas si vous avez moindre question, lesanesfolles.co et pas .com. On a tous une spécificité entre les F, les L, les C, les OM. Donc c'est .co et puis sur LinkedIn bien évidemment. Et merci encore pour l'invitation. Merci à tous de votre participation. C'était un vrai plaisir. Très belle fête, très bonne fin d'année. À l'année prochaine. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Avez-vous un code particulier pour l'achat du livre? Non, malheureusement, Suzanne. Pas de code particulier. En revanche, si vous l'achetez sur Amazon et que vous le prenez sur 1 minute 30 publishing, en ce moment, on a une promo. Si on n'a pas un code, mais si vous achetez les 3, on vous en rembourse un. Donc, vous nous envoyez la facture après. Faites-moi un petit mail à gds@1minute30.com ou sur notre formulaire de contact. Si vous achetez les 3, on vous en rembourse un. Ça, c'est notre première promo particulière de fin d'année. Merci à tous. Et on peut pas faire autre chose sur les livres dans la mesure où dans le monde du livre, il y a pas de possibilité de faire de réduction au-delà de 5%. Donc, voilà. Merci à tous. Très bonne année. À très bientôt, Suzanne. Merci. Au revoir.